Bienvenue à cette session où nous allons voyager dans 3 lieux particulièrement excitants sur le thème de Museum Store, comment aligner une boutique de musée sur un projet culturel global. On a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir 3 acteurs très différents de ce secteur des boutiques de musée qui vont nous présenter la singularité de leur lieu de commerce à l'intérieur d'institutions de taille et d'ancienneté très variables. Donc nous avons la chance d'accueillir Emmanuel Plat, qui est directeur des achats de MoMA Retail, Thibaut, qui dirige une entreprise qui s'appelle la Boutique du Lieu, qui va vous présenter un cas qu'il opère, et Anatole Magyar, qui a fondé la CIRA, qui va vous présenter une intervention qu'il a faite pour une institution récente, c'est le Benjamin, en tout sens du terme, de la Maison Gainsbourg, qui a ouvert en 2023. L'idée de ce programme, c'est à la fois de présenter chacune de ces librairies-boutiques, mais également de se concentrer sur qu'est-ce qui explique le succès aujourd'hui des boutiques de musées. Et en introduction, je vais vous donner mon expérience. Moi, je suis Jean-Luc Colin-Listria, je suis un vieux commerçant et j'ai ouvert des magasins de toute nature. Et je suis toujours depuis très longtemps intéressé aux boutiques de musées comme laboratoire d'innovation de retail. Et mon expérience, c'est que ce que j'observe aujourd'hui, vous savez que le retail a des difficultés un peu partout dans le monde, sauf les boutiques de musées qui font partie des bons élèves dont on voit les progressions de chiffre d'affaires. Et mon analyse de spécialiste du retail, les 3 grandes raisons qui expliquent pour moi ce succès, c'est d'abord que les boutiques de musées ont un flux de clients qui est géré par l'institution. Comme vous savez, les activités culturelles se portent bien et donc ce flux est garanti, ce qui n'est pas le cas dans la rue aujourd'hui. Et que par ailleurs, ce sont des clients qualifiés qui ont fait l'effort de programmer une visite de musée et dont le cerveau est disponible à recevoir de l'intelligence, de la beauté ou de la spécificité. Ça, c'est le premier critère qui, pour moi, explique les chiffres d'affaires qui font rêver beaucoup de commerçants aujourd'hui dans le commerce. Deuxième chose, pour moi, c'est l'innovation et la singularité de l'offre. Probablement que les boutiques de musée sont les commerces où il y a le plus de travail en amont de la sélection. Ça n'est pas du picking, c'est des programmations qui parfois se font 1 an à l'avance, 6 mois à l'avance. Et donc, la qualité de l'offre est, à mon avis, plus travaillée que la plupart des magasins de design. Et la singularité par nature, puisque chaque musée a un projet culturel différent, se fonde sur des œuvres qui sont spécifiques. Et donc, on n'a pas l'impression d'être dans un magasin de plus, mais dans un autre magasin. Et donc, c'est pour moi une des raisons de ce succès. Et la 3e raison, c'est le plaisir d'achat, l'expérience de visite. Chaque boutique de musée, par définition, est unique et ne ressemble pas à un magasin que l'on peut trouver dans un centre commercial ou dans une rue commerciale. Et le 2e sujet, c'est que l'achat est valorisant pour le client. Acheter un objet ou un livre dans une boutique de musée, ça n'est pas la même chose que de l'acheter dans une boutique classique. Et offrir un objet ou un livre qui vient d'une boutique de musée, ça est également valorisant pour la personne qui le reçoit. Donc ces 3 facteurs de succès, pour moi, sont les 3 piliers qui font que cette progression de chiffre d'affaires qu'on a connue depuis une vingtaine d'années va continuer, à mon avis, à se poursuivre. Et évidemment, est un contraste saisissant avec ce qui se passe dans la plupart des boutiques aujourd'hui, où il y a un coup de mou sur l'attractivité. Donc voilà, moi, mon analyse d'expert de retail, de ce que j'observe un peu partout dans le monde. J'ai la chance de voyager et à chaque fois, les Museum Store font partie de mon itinéraire qui explique ce succès. Je vais passer la parole maintenant à Emmanuel qui va vous présenter l'expérience très particulière du MoMA Store avec sa très grande expérience depuis des années sur le marché français puis américain de ce retail. Merci Jean-Luc, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Je suis très content de pouvoir partager avec vous une partie de mon expérience, aussi d'échanger avec Thibaut et Anatole. Donc effectivement, moi je suis français, je suis né à Paris. Ça fait 25 ans que j'habite à New York. J'ai eu la chance de travailler pour un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelait Terence Conran. Donc j'ai ouvert le Conran Shop à Paris et à New York en 92 et après en 99. Et maintenant je suis au MoMA, donc le responsable des achats depuis 12 ans. Alors, ce qui m'intéressait dans cette conversation, c'est qu'en fait, quand on pense aux boutiques de musées, on pense généralement à des reproductions de ce qu'on a vu dans le musée, soit des reproductions d'art ou des cartes postales, etc. etc. C'est en gros la simplification d'un museum store. Le MoMA, c'est un petit peu différent, parce que dès la création
du musée en 1929, il y avait un élément retail qui était là, mais également une collection permanente d'architecture et de design. Donc, la partie reproduction de l'expérience qu'on a vue dans le musée est finalement assez minime par rapport à l'offre que nous avons aujourd'hui, qui est vraiment une boutique design. D'accord ? Le rôle du magasin, c'est d'éduquer et d'introduire nos clients au design et à l'art contemporain. On fait ça à travers les objets que nous proposons. La deuxième fonction du magasin, c'est en fait de créer un pont entre le musée et le retail. C'est-à-dire que nous bénéficions, comme Jean-Luc le signalait, d'un trafic naturel des gens qui viennent nous voir au musée, mais nous apportons également une clientèle au musée. Nous avons des clients qui, en fait, n'ont jamais visité le MoMA et qui viennent dans nos boutiques parce qu'ils sont intéressés par nos produits. Et finalement, on apporte une nouvelle audience au musée, ce qui est en fait un win-win. La troisième fonction, forcément, c'est que les revenus des magasins, les revenus des ventes, supportent la fonction du musée. C'est-à-dire que les expositions, les programmes éducatifs bénéficient donc de l'apport de fonds par des clients qui achètent des objets. Ce qui singularise vraiment le MoMA, peut-être d'autres institutions, c'est le processus de sélection. Donc aujourd'hui, je suis ici à Maison Objet pour chercher des objets qu'on va peut-être vendre dans les magasins. Une fois qu'on a fait notre pêche comme ça, on revient à New York et on échange avec les conservateurs du musée, les curators, comme on les appelle en anglais. Et la question, c'est vraiment, il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Et la question, c'est pourquoi MoMA ? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à cet objet ? Et on utilise des filtres qui sont évolutifs, qui ne sont pas fixés, mais des filtres aussi simples que est-ce que le designer ou l'artiste sont à la collection permanente ? Est-ce que cet objet propose une solution à un problème que je rencontre au quotidien ? Est-ce que cet objet utilise des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux ? Est-ce qu'il y a des vertus éducatives ? Est-ce que ça promouvoit des designers ou des artistes, des diversités culturelles ? Est-ce que ce produit est sustainable ? Il y a différents comme ça, filtres que nous utilisons pour nous guider dans cette recherche et dans ce dialogue avec nos curators. Donc il arrive souvent qu'il y ait des objets qui soient abandonnés parce que finalement ils ne rencontrent pas assez de ces critères. Vous voyez derrière vous quelques-uns des objets qu'on propose dans notre magasin et c'est vraiment très démocratique, c'est-à-dire qu'on va avoir des objets effectivement pour satisfaire le visiteur du musée qui veut repartir avec un souvenir, une reproduction d'art, ou peut-être la casquette des Yankees qu'on a fait, qui était une collaboration après une exposition qui a eu lieu en 2017 sur la mode. Ou alors vraiment une clientèle, je dirais, plus locale, qui est intéressée par le design et par l'art, et qui est prêt à dépenser des sommes plus importantes. Donc cet effet de high and low, où en fait on a des produits qui sont tout à fait abordables, mais aussi des sélections un peu plus puristes. Et là c'est un bon exemple, par exemple le piano que vous voyez ici, c'est un objet qui est exclusif au MoMA Design Store aux États-Unis, qui vaut près de $5 000, d'accord, qui est vraiment un objet magnifique de craftsmanship. C'est un fabricant japonais de mobilier que tu connais sans doute, Jean-Luc Karumoku, qui a fait une collaboration avec Walland. Et ce piano, donc, qui a une valeur assez importante, au départ, même mon équipe me disait « mais t'es cinglé, personne ne va acheter ça, personne ne va acheter un piano MoMA ». Et finalement, aujourd'hui, c'est devenu l'un de nos best-sellers. Encore une fois, on est le seul magasin en Amérique du Nord qui le propose. Et effectivement, c'est un bon exemple de cette dualité entre des produits vraiment accessibles et démocratiques et des produits un peu plus niches et spécifiques, mais qui ont des valeurs vraiment très spéciales. Donc, effectivement, la panoplie de produits offerts est assez importante, que ce soit donc en termes de prix, mais aussi en termes de catégories. Donc, nous allons offrir du mobilier, du luminaire, des produits pour l'enfant, des produits pour la table, des livres, bien sûr, c'est important. Le MoMA a ses propres publications, des objets d'artistes. Vous voyez derrière nous donc, quelques différents exemples. Les cartes postales, les cartes de Noël qu'on voit ici, c'est une tradition qui remonte aux années 50.
Et il y a vraiment, on pulse dans la collection pour inspiration. Ces cartes de Noël étaient des cartes qui étaient au départ, on a eu le Robert Indiana, le Love qu'on connaît tous, la sculpture en fait a commencé une submission de cartes de Noël pour le MoMA, et après c'est devenu la sculpture et les sérigraphies qu'on connaît. Mais donc on a eu beaucoup d'artistes qui ont travaillé là-dessus, et aujourd'hui c'est vraiment du paper engineering, c'est-à-dire des ingénieurs de papier et beaucoup de designers de différents univers qui viennent travailler pour nous. Les produits d'artistes aussi, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qui est devenu très important pour un nombre d'artistes vivants aujourd'hui. Les magasins de musées, à une époque, se limitaient, je dirais, aux cartes postales et aux posters. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes en fonction qui vraiment ont une vision commerciale de leur fonction et qui font des produits qui sont vraiment intéressants. Donc, c'est des choses aussi où nous avons un processus différent de sélection, où là, nous avons des conservateurs de différents départements du musée qui interviennent et qui nous donnent leur aval ou pas. Parce qu'effectivement, on fait vraiment attention à la qualité du travail, à la qualité de reproduction, avant de sélectionner un produit dans le magasin. Donc, on peut effectivement dire haut et fort que tous les produits que nous vendons au MoMA Design Store ont été revus et approuvés par les conservateurs du musée. Et puis effectivement, il y a une autre fonction qui est importante, c'est le licensing. Donc on fait beaucoup de collaborations et de partnerships avec des marques importantes. Vous voyez derrière nous quelques exemples. Je pense que le plus notoire, c'est sans doute la collaboration avec Lego, puisque c'est quand même la société de jouets la plus importante du monde. Et donc nous avons travaillé avec nos curators pour faire une reproduction de la Nuit étoilée de Vincent Van Gogh, qui est donc de la collection permanente du musée, et qui aujourd'hui est donc disponible en Lego set. Pas seulement au MoMA Design Store, mais à travers une multitude de points de vente dans le monde. Donc c'est une façon d'exporter, je dirais, le MoMA en dehors des murs du musée et d'avoir une continuité, une présence, et encore une fois d'attirer une clientèle et de familiariser une clientèle, dans ce cas-là, des jeunes enfants aux adultes, au travail d'artistes et à un musée comme le MoMA. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation qui permet de couvrir les différentes activités de MoMA Retail. Peut-être juste une toute petite question de rebond sur comment tu gères l'équilibre entre les produits directement liés à une œuvre d'un artiste ou une pièce de design qui fait partie des collections et des produits qui sont significatifs en termes de design et que vous retenez pour cette raison-là. Si vous voulez, comme j'expliquais auparavant, c'est-à-dire que comme nous avons une collection permanente d'architecture et de design, la sélection de design est vraiment importante. Si on regarde, en parlant de chiffres, sur le portfolio, les produits qui sont liés à la visite du musée, finalement, sont assez marginaux, puisqu'en fait, ils sont vraiment dans la boutique du musée. Mais dans nos magasins de design, nous avons 2 à New York, un en face du musée, un dans Soho. C'est vraiment de l'objet. Et en ligne également, nous proposons l'ensemble de l'offre, mais les objets design sont vraiment ce qui attire notre clientèle et ce qui aussi permet d'être vraiment innovant et de pousser les frontières. Ce qui est intéressant, c'est on peut tous venir à Maison Objet ou aller à différents salons dans le monde, mais ce qui est intéressant, c'est justement de trouver ces objets que les autres ne voient pas, d'accord ? Et donc d'utiliser le magasin du musée comme une plateforme pour introduire des jeunes designers, des jeunes sociétés, des nouveaux objets. Et je peux vous prendre un par un et vous emmener dans mon magasin. Je vais vous montrer des objets que vous n'avez jamais vus. D'accord ? Vous ne les trouverez pas ici. Et c'est ce qui fait en fait notre force, c'est de trouver ces objets que même des gens aussi savis, comme on dit ça en français, aussi avertis que vous, n'êtes pas forcément conscients qu'ils existent. Et donc de créer cette espèce de voyage de découverte quand vous poussez la porte du musée ou quand vous rentrez sur notre website, de découverte et de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai jamais vu ça. Ah oui, un synthétiseur dessiné en 1968 qui est en fait un icône du design britannique qui n'est pas vraiment disponible, que les gens ne connaissent pas, mais si vous regardez, faites un peu de recherche, David Bowie l'utilisait sur scène et c'est disponible à $35 dans le magasin. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir partagé ta grande expérience et la spécificité de cette institution qui nous fait rêver depuis longtemps.
On va voyager et revenir dans le centre de Paris grâce à Thibaut Catrice. Il va nous parler de son activité et notamment sur un cas précis qui est la bourse de commerce collection Pinault, dont il va nous décrire la singularité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Thibaut Catrice, je suis le président fondateur de La Boutique du Lieu, qui est une société spécialisée dans l'exploitation de librairies boutiques de musées, que ce soit pour des institutions publiques ou des institutions privées. Donc actuellement, on gère un réseau de 12 points de vente de tailles très différentes. Ça va de 50 mètres carrés jusqu'à 300 mètres carrés, avec des offres, des aménagements et des offres complètement distinctes d'un endroit à l'autre. Donc on fait du sur-mesure en marque blanche et je suis là aujourd'hui pour vous parler du cas du point de vente de la bourse de commerce Pinault Collection. Alors d'abord un peu peut-être d'histoire, vous connaissez peut-être pas l'institution ou le lieu. Donc c'est un lieu qui a ouvert le 22 mai 2021, à la sortie des confinements. C'est le 3e lieu de monstration de Pinault Collection, donc la collection privée de Monsieur Pinault. C'est une initiative entièrement privée. Nous sommes intervenus très tôt dans le projet. Dès 2018, où on nous a demandé effectivement d'essayer, et c'est ce qu'on va voir ensemble, comment aussi le concept de départ a évolué après dans le temps, puisque maintenant ça fait 3 ans que ce point de vente est ouvert. Donc, le brief de départ, c'était en 2018, qu'est-ce qu'on pouvait proposer en conciliant 2 choses, ne pas apparaître commercialement offensif, et ne pas être déceptif pour le visiteur. Donc des choses qui peuvent paraître un peu difficiles pour un commerçant né qui est flamand comme moi. C'est d'essayer de penser un peu cette contradiction, sachant que la Pinault Collection est pensée quand même comme un partage en fait que Monsieur Pinault fait à travers donc à Paris et la Bourse Commerce 2 saisons par an d'expositions soit monographiques ou soit collectives d'œuvres principalement venant de sa propre collection. On a été impliqué sur la définition de cette offre, de la pertinence de cette offre par rapport à ce brief, aussi de l'aménagement, puisque c'est nous qui avons fait aussi tout le brief d'aménagement du point de vente, et puis bien sûr aussi de son compte d'exploitation. Parce que ne pas être offensif commercialement ne veut pas dire ne pas avoir de résultats financiers. Au contraire, il faut se fixer l'ambition d'être encore plus pertinent par rapport aux visiteurs qui sont là. Donc c'est un point de vente qui est, et je pense que ça a son importance, qui est sous douane, c'est-à-dire il n'est pas accessible pour les personnes qui viendraient uniquement pour visiter ce point de vente. Donc on a défini l'offre qui a été définie a été selon 2 axes. D'abord, l'axe de référence qui était le livre, parce que d'une part, c'était leur souhait, mais c'est aussi Pinault Collection est un éditeur de livres, est un éditeur de catalogues d'exposition, éditeur ou coéditeur, de catalogues d'exposition, de monographies, de livres sur la collection, et puis aussi de textes. Ils sont aussi très impliqués dans le monde de l'écrit, puisqu'il y a un prix annuel, le prix Pierre Daix, largement doté, qui est la référence en fait pour les livres d'histoire de l'art, art moderne et contemporain, et qui est décerné chaque année avec un jury très prestigieux. Donc cette dimension livre importante. Et puis un autre axe qu'on appelait nous l'axe complémentaire, qui est celui effectivement des produits. Alors ce qui a été choisi, c'est effectivement une offre hyper sélective et curatée, c'est-à-dire qui est vraiment centrée sur tous les gens qui font l'écosystème de la Pinault Collection. Parce que la Pinault Collection, c'est quoi ? C'est des conservateurs, ce sont des acheteurs, ce sont des voilà, c'est tout un groupe, c'est toute une culture aussi. Donc hyper sélection, donc très modeste dans le nombre de références qui sont offertes, avec un nombre de références de livres de maximum de 450 références, uniquement centrées sur effectivement les gens qui font
la Pinault Collection. Donc vous imaginez une carte mentale construite avec au centre Monsieur François Pinault, bien sûr. Et puis après, les artistes qui sont collectionnés, le bras père et fils qui, eux, ont le restaurant à la Bourse de Commerce. Ce qui se passe aussi à Venise, donc sur les 2 autres lieux, la Pointe de la Douane et le Palais Grassi. Donc quelque chose qui est très recentré dans le sujet. Le but, c'était qu'effectivement, cette offre de livres représente 90% à l'origine du chiffre d'affaires du point de vente. Donc une certaine modestie dans l'étendue de l'offre, avec donc 450 références de livres, et en produit uniquement 200 références de produits. Sachant que ces 200 références de produits, c'était limité à peu près 120 références en papeterie courante, c'est-à-dire effectivement ce qu'on recherche dans un musée, c'est-à-dire de la référence visuelle sur ce qu'on a vu, avec une version sur le patrimoine, c'est-à-dire le lieu qui est un lieu historique, et puis une autre sur les œuvres. Donc un nombre limité de produits, et le principe c'est que ces produits devaient être créés avec des artistes qui sont présents dans la collection. Donc vraiment quelque chose qui est vraiment limité. Alors, donc 90% sur le livre et 10% sur les produits. Résultat, on en est actuellement à 54% sur le livre et 46% sur le produit, donc quelque chose de beaucoup plus équilibré après 3 ans qui a évolué, et notamment parce que on a une gamme vraiment unique de produits pour lesquels effectivement on mène toute une démarche avec des artistes de la collection. Donc on est sur un univers qui est très papier. Et déjà, quand je vous ai parlé de produits, je vous ai parlé de papeterie. Voilà, on reste sur cet univers qui est quand même lié ou connexe à l'univers de la librairie du papier. Ce qui ne nous empêche pas de faire effectivement des éditions de produits très spécifiques, comme ce CD, dans le cadre de l'exposition à Henri Sala, qui est une édition limitée et signée d'un CD. Donc, en fait, des produits spécifiques. Alors déjà, sur le livre, on a aussi une démarche très active pour le rendre plus attrayant. Ce qu'on a pu voir précédemment, c'est que, par exemple, comme on a affaire à des artistes vivants, on essaye aussi de monter des projets avec eux. Et on a vu tout à l'heure donc un catalogue d'exposition qui était celui de la monographie Charles Ray. Et Charles Ray est venu pour réaliser un dessin spécifique pour plus de 50 catalogues de sa monographie. Et pas un petit dessin, hein, vraiment un vrai dessin. Et donc on a un autre produit. C'est-à-dire on a un produit qui, à la place de se vendre 45 €, qui devait être le prix de ce catalogue, se vend 250 €. Donc comment on apporte une plus-value aussi à ce qui existe, qu'on le rend plus désirable et qu'on touche aussi un autre public. On a pu voir aussi un petit livre qui était sur un abécédaire sur la Bourse de Commerce, et on a demandé à l'artiste qui l'avait illustré d'en faire, de créer un dessin original sur 24 couvertures de ce livre. Il l'a fait en 2 fois. Et donc ce livre est vendu 60 € à la place d'être vendu 8,50 €. C'est Joran Gerner qui avait illustré. Donc ça, c'est toujours ce travail. Travailler avec des artistes qui sont liés à la collection, c'est aussi travailler avec des graphistes, avec les artistes, avec tout cet écosystème. Donc avec Joran Gerner, qui avait fait par exemple l'illustration de ce livre, on a créé toute une collection de papeterie qui était plutôt sur un plan de Paris, où on trouvait au centre, bien sûr, la Bourse de Commerce. Et donc, toute une déclinaison. Là, on a une montre qui a été créée spécialement avec We Do Not Walk Alone. Donc, en général, on s'associe à des gens qui ont des capacités pour créer des produits réussis. Donc, c'est une édition numérotée et signée. C'est une montre qu'on a vendue, qu'on a créée pour une exposition qui s'appelait Une seconde d'éternité. Et donc, c'est une montre qui s'est vendue 290 € pendant il a spécifié de ne pas avoir d'aiguille, bien sûr. C'est donc une montre bijou qui s'appelle Tic Tac Plouf et qui s'est vendue 290 € pendant la période de l'exposition et 390 après. Concrètement, on en a vendu plus de 162 exemplaires. Donc, c'est des produits qui arrivent à trouver une place
qui sont spécifiques à nous et qui sont vraiment en lien avec un artiste qui expose et qui est dans les collections de Monsieur Pinault. Merci beaucoup Thibaut pour cette rentrée par le produit. Il y a ici beaucoup de gens qui sont passionnés par le produit, donc c'est très bien de pouvoir l'illustrer par des cas précis. Moi j'avais une question, tu dis que tu es un commerçant flamand, moi je suis un commerçant. Et donc la question c'est sur l'équilibre entre les contraintes commerciales d'un point de vente et des artistes représentatifs de la collection Pinault qui ne sont pas tous connus du grand public. Et donc, comment tu arrives à gérer la difficulté de séduire, d'aller jusqu'à la transaction pour un large public. Certes, tu es sous douane, donc les gens sont déjà filtrés, mais comment tu gères ça par rapport à d'autres institutions que tu as qui sont peut-être plus grand public? Le fait qu'effectivement, ce sont des artistes, certes très connus, mais d'artistes d'art contemporain dont on sait que le grand public n'est pas forcément aussi averti qu'on le croit. Nous, on est prestataire de services, donc notre premier client, c'est Pinault Collection. Et effectivement, on est toujours en mode projet. C'est-à-dire, on est vraiment, on s'est réunis souvent, on fait du brainstorming. Donc, en fait, les idées de produits, elles viennent d'opportunités que quelqu'un a décelées. Donc on est relativement limité par les opportunités parce que d'une fait, il y a des artistes qui ne souhaitent pas faire de produits. Il faut trouver, et parfois on ne trouve pas. Et donc c'est vraiment, on est pragmatique et surtout on est dans l'échange pour permettre d'avoir des filons. Et parfois on va juste très loin sur un produit et on n'y arrive pas, ou au dernier moment, l'estate n'a pas voulu. Donc dernièrement, on avait un projet de cascade. Donc, toujours avec cette idée qu'il faut que ce soit fait en France et que ce soit vraiment hyper qualitatif et en général en série limitée. Donc, on avait un très beau projet de casquette pour Mike Kelley, avec l'estate Mike Kelley, une casquette entièrement fabriquée en France qui aurait valu plus de 300 € à la vente. Je suis désolé, je parle de prix des produits, mais c'est important pour voir le volume que ça peut générer et à quelle clientèle on s'adresse. Voilà. Et donc, on a surtout des catégories de produits dont on sait qu'on a des fournisseurs avec lesquels on peut faire quelque chose de très spécifique, mais on attend une opportunité. C'est-à-dire, on voudrait faire des bijoux, mais il faut trouver l'artiste, le bon moment, qui a un sens aussi par rapport à l'actualité. La bourse de commerce pour faire des éditions limitées. Et donc, ça, c'est vraiment de l'opportunisme, je dirais. Merci beaucoup Thibaut. Donc si on prend la chronologie, on a donc le plus ancien musée de design dans le monde et le plus gros acteur de Museum Store, le collectionneur français et européen le plus important, Pinault, qui a créé son lieu après les installations à Venise, avec dès le départ cette librairie-boutique dans le concept. Et puis le Benjamin, à tous les sens du terme, qui est Anatole, qui va se présenter et qui a créé le contenu de la maison Gainsbourg et avec lequel j'ai eu la chance de travailler pour ce projet, et qui va se présenter et nous raconter l'histoire d'un nouveau musée et qui a comme caractéristique qu'avoir dès le départ été construit sur mesure pour les activités muséales et les activités commerciales. À toi, Nathalie. Merci Jean-Luc pour cette introduction. Effectivement, le problème de Benjamin, c'est qu'on est très vite dépassé. Donc effectivement, j'ai eu le plaisir, la joie, la chance et parfois la folie de participer à la création et l'ouverture de la Maison Gainsbourg, qui va fêter son premier anniversaire tout prochainement, le 20 septembre prochain. La Maison Gainsbourg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une institution qui est à Paris, rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement, qui est axée autour de 2 sites. Donc la maison historique de Serge Gainsbourg au 5 bis rue de Verneuil et en face son musée au 14-16 rue de Verneuil. Serge Gainsbourg, si on revient sur la maison, sur la façade de la maison, Serge Gainsbourg a visité cette maison pour la première fois en 1967 avec Brigitte Bardot, au moment de leur idylle qui a duré à peine 3 mois. Et c'est finalement à l'été 1969 qu'il s'y installe avec Jane Birkin, auréolé du succès et du scandale de la chanson Je t'aime moi non plus, qui est parue quelques mois plus tôt. C'est contrairement au dire de Serge Gainsbourg, cette
Cette maison est plus proche de la maison de poupée que de l'hôtel particulier, avec à peine 130 mètres carrés, et d'autant que cette maison est remplie de la collection hétéroclite amassée par Serge Gainsbourg pendant ses années de vie et de carrière. Celle-ci et l'enveloppe qui la contient forment pour moi, je pense, une des petites merveilles architecturales d'avant-garde de la fin des années 60. Et cette maison se visite de manière très expérientielle avec Charlotte Gainsbourg qui fait la visite à chacun des visiteurs à travers un système de casque et où elle vient raconter ses souvenirs d'enfance dans sa maison d'enfance et les souvenirs aux côtés de son père. C'est une expérience très forte, très émotionnelle, dont on ne sort pas indemne. Une fois terminé, les visiteurs reprennent leur souffle en traversant la rue pour aller au 14-16 rue de Verneuil, où ils vont trouver le musée de la Maison Gainsbourg, qui, à ma connaissance, est le plus petit musée parisien, avec ses 57 mètres carrés. Mais il n'empêche que c'est un musée très riche, puisqu'on a d'un côté 450 œuvres, objets, bibelots, manuscrits, photographies, vêtements et bijoux ayant appartenu à Serge Gainsbourg et qui viennent raconter l'histoire, la vie, l'œuvre et la carrière de Serge Gainsbourg à travers ces objets dans une progression chronologique, avec en face une expérience vidéo en 8 chapitres, les 8 grands chapitres de la vie de Gainsbourg qui sont remplis d'une pléthore d'images d'archives radiophoniques, photographiques, cinématographiques, beaucoup d'inédits et évidemment des images attendues lorsqu'on traite le sujet de Gainsbourg. Cette visite se poursuit au sous-sol par un espace dédié aux expositions temporaires. La première exposition est dédiée à la chanson Je t'aime moi non plus. Lorsqu'on termine ce parcours culturel de la Maison Gainsbourg, on quitte la zone sous douane pour arriver dans la zone hors douane. Et là, en remontant l'escalier, on découvre le Gainsbar, qui est un piano-bar et un bar à cocktail inspiré des premières années de la carrière de Serge Gainsbourg, où il œuvrait en tant que pianiste de bar dans les cabarets, les dancing de la capitale. Et au son du piano qui est joué live tous les soirs au Gainsbar, on retrouve une carte de cocktail inspirée des goûts de Serge Gainsbourg. Donc évidemment, Serge Gainsbourg avait une appétence pour l'alcool qu'on connaît tous et de notoriété publique, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'était également un amoureux de la mixologie et un grand barman. Donc on va retrouver au Gainsbar des cocktails, des créations de Serge Gainsbourg, comme le Serge 78 ou le Terrible, et en passant par les lieux communs de Gainsbourg, à savoir le Bullshot, le Gibson et le fameux 102. Donc une fois qu'on a traversé le Gainsbar, on arrive dans la dernière partie du projet de la Maison Gainsbourg, qui est donc la librairie boutique, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Dans cette librairie boutique, on va retrouver un achalandage, je dirais, classique, qu'on pourrait retrouver dans vos institutions également, avec au centre évidemment le livre, qui est très important. Donc on a d'un côté tout ce qui est les ouvrages biographiques ayant attrait à Serge Gainsbourg, donc tous les meilleurs, bien sélectionnés. À côté, on a fait une extraction de la bibliothèque de Serge Gainsbourg au 5 bis rue de Verneuil. Lui travaillait, lisait, écrivait dans son bureau bibliothèque au premier étage, entouré de rayonnages plein de livres qui forment son paysage littéraire. Et le challenge a constitué de venir chercher, de venir sélectionner dans le roman 19e, dans la poésie surréaliste, dans les textes érotiques, dans les traités sur la sculpture et la peinture, les essentiels de Gainsbourg pour pouvoir partager avec nos visiteurs et pour pouvoir aller plus loin sur la lecture et la visite. En face, on a toute l'offre dite de merchandising, donc c'est tous les produits qui portent la marque Maison Gainsbourg. Cette marque a été développée avec le studio Yorgo & Co sur 3 piliers fondateurs. Donc d'une part, le profil de Serge Gainsbourg qui est reconnaissable entre tous. Les annotations qui proviennent des manuscrits qu'on a scannés au tout début du projet, les 3500 manuscrits qui sont contenus, que Serge Gainsbourg avait conservés. Et dedans, on vient retrouver des annotations. Donc souvent, ce sont des soulignements, des entourages, des croix, des chiffres, des étoiles. Et en fait, ils viennent ponctuer notre charte graphique. Et le dernier pilier, c'est donc la typographie, une typographie qui s'appelle Nocturne, qui a été développée en exclusivité par Yorgo & Co pour la Maison Gainsbourg. Et cette typographie provient en fait de la machine à écrire de Serge Gainsbourg dans son bureau bibliothèque, donc une IBM modèle 6750 qui était le summum de la modernité du traitement de texte à l'époque et qui permettait d'écrire dans 20 polices différentes. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'était important à l'époque. Et en fait, ils ont digitalisé une police qui est maintenant défunte pour la retravailler et pour qu'elle soit applicable à la fois en print et en digital. Donc, fort de cette mallette à outils,
partie, ce sont les équipes de Arteum Service qui ont développé tous les produits à partir de la charte. Arteum joue un rôle très important dans la maison Gainsbourg puisqu'ils ont un double rôle, une double casquette, à la fois de se servir de leur expérience et de leur savoir-faire pour développer les collections de produits et pour la gestion de la boutique, mais ils ont l'exploitation de la maison Gainsbourg. Et donc Lorraine Deschet, la présidente d'Arteum, et ses équipes ont développé toute cette partie-là pour nous, en collaboration avec nous, à partir d'un contenu très fort. Donc ça prend la forme sur les produits de merchandising, de sacs, de tote bags, de parapluies, de cartes postales, de t-shirts. En face de cette partie-là de la boutique, on a également la musique, puisque évidemment c'est une institution qui est destinée à parler de Serge Gainsbourg, un des plus grands auteurs, compositeurs et interprètes français avec plus de 550 chansons. Donc là, on va retrouver du vinyle neuf principalement, mais également aussi des cassettes et des CD pour des références un petit peu plus rares. En face, la partie image avec tout ce qui est les posters, les magnettes, les cartes postales, mais également des tirages d'art, notamment du photographe Tony Frank qui a beaucoup accompagné Serge Gainsbourg dans ses pérégrinations et qui a créé certaines des images les plus iconiques de Serge Gainsbourg. Pour en arriver aussi ensuite aux produits de sourcing, donc ça, ce sont tous les produits qui ne sont pas développés en interne par Arteum, mais qui sont dans l'univers de Serge Gainsbourg. Donc là, on va retrouver autant des sucettes à l'Annie que des objets de musique, et en passant par un des best-sellers de la boutique, qui est une petite ballerine répéto blanche, la fameuse Zizi portée par Serge Gainsbourg, qui a été développée en porte-clés et qui plaît beaucoup à nos visiteurs. Moi, la dernière partie de la boutique, celle qui me plaît le plus, c'est la partie de la collection iconique. Donc, qu'est-ce que c'est que la collection iconique ? C'était une volonté de notre part et de la part de Charlotte Gainsbourg d'essayer de décrire Serge Gainsbourg en tant que consommateur lui-même, et notamment à travers son vestiaire. Serge Gainsbourg est une des icônes du style masculin. Sa présence, son image, même à l'époque, sont venus révolutionner d'une certaine manière la manière dont on s'habille en tant qu'homme, avec ce look un petit peu débraillé, avec la chemise ouverte, les répétos sans chaussettes, l'association du jean, du denim aux vestes, le port des bijoux et bien évidemment la barbe de 3 nuits qu'on est nombreux à porter. Donc ça c'est une partie du travail sur laquelle on a passé énormément de temps et on a pu faire des très belles collaborations, notamment avec la maison Pierre Marly, d'où provient le modèle Marly Sport, qui sont les lunettes de Serge Gainsbourg qu'il a acquises en 1965, des lunettes sportives très galbées noires. Et donc au début du projet, c'est même d'ailleurs le premier projet qu'on a imaginé pour la collection iconique à la maison Gainsbourg. On est allé voir Pierre Marly et on a pu refaire à l'identique cette monture de lunettes. Ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il n'y avait plus les machines pour retravailler le galbe de l'acétate de cette manière-là, mais à force de recherche, Gilbert, le fils de Pierre Marly, a trouvé un ancien contremaître de l'usine qui avait la machine, qui avait récupéré la machine à la fermeture de l'usine. Donc on va trouver ça, on va retrouver aussi sa veste iconique qu'il avait achetée en 1973 à Portobello avec Jane Birkin. Donc c'est une veste vintage de femme à rayures tennis avec des revers en pointe. Et cette veste ne portant pas de marque, on a décidé avec le mécène principal de la maison Gainsbourg, à savoir la maison Saint-Laurent et son directeur Anthony Vaccarello, de reproduire cette veste en édition limitée. Donc on a passé 6 mois avec le studio Homme de Saint-Laurent à venir compter fil à fil entre les rayures tennis, à en déduire le tissu, la couleur de la doublure, la forme des poches, les boutons. Et c'est aujourd'hui un produit qui est disponible à Saint-Laurent et à la maison Gainsbourg, qui a forte valeur ajoutée, je dirais. Et enfin, dans la collection iconique, on ne peut pas dissocier Gainsbourg du denim, du jean. Et on a produit avec la maison Lee Cooper le jean original de Serge Gainsbourg, le LC10, ainsi que sa chemise, dans les couleurs de l'époque, dans les tissus de l'époque, et avec un dernier petit détail qui est le fait que Jane Birkin coupait le bas des jeans de Serge Gainsbourg pour lui faire ses franges et qui remontait un petit peu au-dessus de la cheville, qui permettait de sauter la cheville et qu'on voit mieux les répétos. Et donc Lee Cooper ont développé un outil pour pouvoir pré-franger les jeans. Et donc c'est à travers ces projets-là qui ont pour moi un supplément d'âme qu'on a pu faire ce qui était notre objectif de départ, c'est-à-dire d'arriver à un niveau de réédition soit fidèle à l'original, soit le plus proche possible avec les techniques du jour. Mais surtout, c'était l'objectif de départ de se dire si Serge Gainsbourg passait la porte de notre librairie boutique aujourd'hui, il aurait envie de tout acheter.
Merci beaucoup Anatole. Juste un petit complément, car je n'ai pas présenté Anatole suffisamment. Anatole a une origine différente de commerçant comme nous sommes, puisque Anatole dirige une résidence d'artistes, s'appelle la CIRA, studio photographique, et depuis 15 ans travaille beaucoup dans le monde de l'art contemporain, travaille pour des institutions publiques comme le Centre Pompidou, des collectivités comme la mairie de Montreuil ou des marques comme Saint-Laurent. Donc c'est une approche différente d'un acheteur. Et l'autre particularité, ça c'est très spécifique, c'est qu'il était directement rattaché à Charlotte Gainsbourg et que donc le dialogue pendant 4 ans, puisque c'est Anatole qui a monté ce projet avec Charlotte pendant 4 ans jusqu'à l'ouverture, était en ligne directe avec la personne qui a vécu dans cette maison et qui était au-delà de la validation, avait une validation évidemment esthétique, mais également affective et également culturelle. Et donc c'est très particulier de pouvoir travailler en ligne directe avec l'écosystème d'un artiste de façon aussi intime. Et c'est ce qui rend peut-être très particulier cette sélection que Anatole a fait et qu'on a eu la chance de pouvoir mettre en scène ensemble. Juste une toute petite question, parce que le temps court, même si on la démontre sans aiguille, sur la particularité, sur l'architecture de la librairie boutique qui est très spécifique, puisqu'elle est le prolongement de la maison. Si tu peux dire juste en 30 secondes, qu'est-ce que tu as voulu faire dans cette identification entre le lieu du musée et le lieu de la boutique ? Effectivement, donc la Maison Gainsbourg, il y a d'un côté le 5 bis rue de Verneuil et de l'autre côté le 14-16. Le 14-16, c'est une création ex nihilo, il y avait absolument rien, c'était une ancienne piscine d'aquabike. Donc pour le décor, le brief qu'on s'est donné, c'était de coller à la matériothèque de Serge Gainsbourg, sur laquelle il a été aidé par André Higgins, qui était son architecte d'intérieur. Et donc on est venu pendant plusieurs mois, voire quasiment un an, dans la maison, faire des relevés très précis du tissu, du feutre noir qui couvre tous les murs, des huisseries blanches qui font un peu penser à la porcelaine de Wedgwood, des sols en pierre de Bourgogne et en cabochon de marbre noir. Et en fait, fort de tous ces éléments, on est venu réinstaller dans la partie neuve un prolongement du 5 bis rue de Verneuil. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de coupure entre les deux lieux et ça se retrouve dans la boutique. Ah, avec un jingle de fin. Ça se retrouve dans la boutique avec justement ce décor où toutes les menuiseries des bookcases de la librairie sont sur le même principe que celles qui sont dans la maison. Le sol est le même que celui de la maison. On a poussé le vis jusqu'à aller chercher la pierre de Bourgogne dans la même carrière et le cabochon en marbre noir dans la même carrière en Belgique. Donc vous allez voir que c'est tout un tas de petits détails qui forment un tout et qui font en sorte que d'un espace à l'autre, il n'y ait pas de différence. Merci beaucoup Anatole. Je précise pour ceux qui n'y ont pas encore été, c'est que le musée, il y a des places pour le musée. La maison, il y a une liste d'attente parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de succès et une petite jauge. Et que la boutique est hors douane. Donc si vous passez dans le 7e arrondissement, passez la tête pour aller prendre un livre, un article et de commencer votre expérience avec la Maison Gainsbourg. Merci beaucoup à tous les trois. Je voudrais, puisqu'on arrive à finir par une petite conclusion pour ouvrir nos portes. On a eu la chance d'avoir 3 des plus belles institutions et de poser une question à chacun, de nous dire quelle est leur boutique de musée préférée dans le monde. S'ils ont un conseil à nous donner, pour nous qui visitons beaucoup de boutiques, laquelle vous recommanderiez, indépendamment des 3 qui sont ici? Alors, je vais choisir des boutiques à l'étranger pour ne pas faire d'histoire. Je vais en citer 2. Le Tate Modern à Londres, d'accord, et le Louisiana Museum à Copenhague, enfin en dehors de Copenhague, qui ont tous les deux des très belles boutiques. Merci. Thibaut? En réponse boutade, moi c'est celle dont je rêve, c'est celle que je n'ai pas encore vue, donc un musée dans lequel j'ai très envie d'aller, que j'ai pas encore visité, c'est celle du musée Don Robert à l'abbaye école de Sorèze dans le Tarn. C'est pointu, mais ça donne envie. Anatole? Alors moi j'aurais dit la boutique de la Villa Noailles qui est curatée par Jean-Pierre Blanc et ses équipes du Festival Design Parade qui chaque année récompense la fine fleur du design, de la mode et de l'architecture d'intérieur. C'est un concept store au sein de l'architecture de Mallet Stevens et finalement c'est un peu le Colette de l'art contemporain. C'est une très belle boutique à visiter et j'en ai un petit en bonus si tu me permets. On reste sur l'influence des Noailles et c'est au sein de leur ex-hôtel particulier Place des États-Unis. C'est la Baccarat Crystal Room and Store qui a été décorée par Jacques Grange et on a envie de absolument tout acheter. C'est absolument sublime comme endroit.
Merci beaucoup. Donc du Tarn à musée Louisiana, il y a encore plein de musées qui ont des boutiques qui vont nous inspirer. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je sais que vous êtes discret et que vous parlez peu et vous avez accepté pour Maison et Objets de partager avec la communauté de Maison et Objets vos parcours et je vous en remercie vivement. On va juste prendre une question s'il y en a une et vous remercier beaucoup pour votre assistance et je souhaite que les exposants de Maison et Objets se disent que les Museum Stores ont beaucoup bougé et que tous ces acheteurs et tous ces concepteurs viennent ici pour suivre l'évolution du marché et parfois, quelques années après, en fonction des opportunités, quelque chose arrive et donc il faut toujours avoir l'œil averti dans les boutiques de musées. La curiosité est renforcée. Merci beaucoup.